Vous êtes sur le podcast Foodpreneur, un podcast qui partage les expériences des entrepreneurs de l'alimentation. Je suis Élodie Bouscara et je suis moi-même à la tête de 3 entreprises dans le secteur. Dans mon parcours, j'ai été inspirée par de nombreux collègues indépendants, des traiteurs, des restaurateurs, des agriculteurs, des producteurs, mais aussi des fournisseurs d'emballage ou des transporteurs. Avec ce podcast, je pars à la rencontre des femmes et des hommes passionnés par le métier et qui vous livrent leur histoire et vous transmettent leurs conseils sans langue de bois. Chaque interview mettra en lumière une expérience personnelle et une problématique du secteur de l'alimentation d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue sur le podcast Foodpreneur. Bonne écoute. Cyril est un transformateur de génie. Il est passé de la géologie en Australie à la biscuiterie en Belgique en quelques années. En plus de cette reconversion étonnante, il transforme et fait évoluer constamment son produit. Madlab est passé d'une marque de biscuits pour adultes à une gamme de produits bio sucrés et salés pour accompagner les gourmandises de toute la journée, y compris l'apéro. J'ai connu Cyril au démarrage de son activité chez Co-Working en 2016. Il est maintenant associé à David, dispose d'un labo de 400 m² au Bier à Bruxelles et d'une gamme de 14 références de crackers et biscuits. C'est ce parcours inspirant et cette association que je veux explorer aujourd'hui avec Cyril dans le podcast Foodpreneur. Bienvenue Cyril, bienvenue dans le podcast Foodpreneur. Je suis très contente de t'avoir ici, surtout que tu as fait un super beau chemin depuis qu'on s'est rencontrés la première fois chez Co-Working, donc en 2016. Aujourd'hui, je voulais vraiment parler de ton parcours et voir un peu avec toi comment tu étais arrivé à démarrer depuis l'Australie sur un projet de géologie à la création des biscuits Madlab et aujourd'hui au développement de cette entreprise qui est très très belle. Et comment tu as fait notamment avec ton associé David, parce qu'il est arrivé, il est monté dans le bateau il y a quelques années déjà, et comment vous avez pu développer ensemble depuis. Voilà, donc ma première question c'est, est-ce que tu pourrais me raconter un peu ce qui s'est passé qu'est-ce qui a fait que tu es passé du continent des kangourous à ici et comment t'en es arrivé à la biscuiterie? Ok, alors vraiment j'ai perdu beaucoup de degrés au passage. Ça a été la perte d'un emploi de géologue déjà. Une crise comme il en arrive régulièrement en ce moment, qui m'a fait revenir en Europe, en France, et je n'arrivais pas à trouver de travail, donc j'ai fait une reconversion à ce moment-là en pâtisserie. L'idée étant d'avoir un salon de thé ou quelque chose comme ça, donc plutôt un commerce en direct. Et pour avoir travaillé dans ces commerces en direct, je me suis dit que c'était pas du tout une bonne idée. Mais par contre, pendant la période où j'ai travaillé là-dedans, j'ai développé une gamme de biscuits. Et à un moment donné, il y a eu un petit déclic de travailler dans ces endroits-là ne me plaît pas forcément. J'aimerais développer ça, j'aimerais travailler le biscuit comme médium pour pas mal d'autres goûts. Et en particulier des goûts, comme on a dit, pour adultes. Donc voilà, c'était sur une autre période où je venais de perdre un autre emploi, où j'ai commencé à me lancer dans Madlab et sans savoir du tout ce qui m'attendait, vraiment. Le nom de tes biscuits, le nom de ta marque, comment ça t'est venu et pourquoi tous ces noms de chansons complètement psychédéliques? Madlab, tout d'abord, c'était presque une joke un peu à la française, dans le sens où lab, c'était le laboratoire, et en France, c'est là où on fait vraiment de la pâtisserie. En Belgique, ça se comprend pas du tout, donc voilà, ça s'est tombé à plat. Le côté mad était plutôt le côté fou et libéré du biscuit. Ça, c'est plutôt pas mal resté, je suis assez heureux. Sur le côté chanson, effectivement, ça faisait partie, comme on a parlé, du mauvais personnage que j'avais choisi au début pour mes produits. Je voulais une image effectivement très rock, très rock et plus adulte. Je voulais pas du rose et du bleu dans la prairie, quoi. C'était vraiment pas ce qui m'intéressait. Et donc oui, effectivement, tous les biscuits avaient des noms de chansons. Surtout au début, il y avait vraiment une inspiration par rapport au goût, et puis en fait à la fin il a fallu en trouver beaucoup, donc on a pas mal de noms de chansons mais qui nous inspirent. Il y a toujours quand même une petite référence, elle est tenue parfois, mais elle est là. Donc c'est que de l'inspiration musicale, film, oui, c'est ça.
Rosemary's Baby. Rosemary's Baby, c'est un film. Ouais. Cry Me a River. Cry Me a River, c'est un classique, Ouais, classique quand même. blues. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y en a beaucoup que David a nommé aussi maintenant, donc Révolution 909. On a Salt and Pepper, qui est juste un nom de groupe en fait. Ah ouais, ça on connaît, ouais. Il y a Nice Boy, qui est peu connu, mais qui est quand même un Guns N' Roses. Il y a du Kings of Leon, il y a du Trust, il y a beaucoup d'autres choses. Que tu aimes écouter par ailleurs. Je suis passé beaucoup plus sur du jazz, mais sur pas mal de choses maintenant, mais c'est vrai que mon enfance a été très rock. Ouais. Ok. Et du coup, au niveau de l'identité visuelle, j'ai vu que tu avais aussi changé ça il y a quelques temps, parce qu'avant c'était très très rock, c'était un Mediator. C'était vraiment très, très noir sur un packaging. Oui, effectivement, on est passé sur un packaging blanc pour des raisons de visibilité, clairement. Et les couleurs sont quand même très belles, les couleurs sont quand même très très franches. On a gardé ce côté-là. C'est moins rock, je l'admets. C'est moins rock, c'est plus féminin. Je sais que tu m'en as beaucoup voulu quand j'ai changé. Ah oui. J'ai trouvé que c'était très féminin, mais c'était très bien, mais sûrement ça correspond à ton audience. Ça correspondait beaucoup plus à l'audience. Donc voilà, donc on t'a fait le choix de l'audience, quoi. Et t'as eu raison, je pense. Donc, est-ce que tu peux nous raconter comment t'es passé de 3 ou 4 références à 14 références de biscuits et crackers, et comment aussi t'es passé du biscuit aux crackers? Ça c'est intéressant, effectivement. Donc je faisais au début que du biscuit sucré, que moi je trouvais très peu sucré, donc allant pour les adultes. C'est marrant parce que je l'avais fait aussi un peu plus une gourmandise. Je pensais que pour les hommes ça allait marcher. Je me suis rendu compte que 90% des gens qui font les courses sont des femmes. Et donc les hommes n'achètent pas de biscuits. Je me suis donc retrouvé à vendre un produit à la mauvaise personne, globalement. Heureusement, d'où l'importance d'avoir une bonne persona, un bon public cible, de l'avoir bien identifié. Complètement. Mais j'ai eu la chance d'avoir des amis qui m'ont poussé en me disant clairement qu'ils voulaient quelque chose pour l'apéro. Et donc j'ai commencé à faire 2 biscuits, 2 crackers salés. Les 2 premiers, c'était Nigel et Foxy, qui était le premier crackers à la drèche que je faisais. Et ces 2-là ont vraiment bien marché. Ce qui a aussi fait rentrer David dans l'idée, c'est que quand il m'a demandé comment ça marchait pour moi, je lui ai dit, écoute, en sucré, il y a quand même pas mal de concurrence, alors qu'en salé, j'ai l'impression d'être le seul. Et effectivement, le salé a énormément poussé l'activité. Et donc, les 4 sucrés sont restés, mais représentent beaucoup moins de parts de vente maintenant. Et le salé a complètement explosé. Donc, effectivement, j'avais développé jusqu'à 4 crackers au drèche. Et donc, maintenant, on a en tout 8 crackers sans les drèches. D'accord, en drèche de brasserie. Que tu récupères comment La drèche, on la récupère à la brasserie de la Seine, depuis qu'elle est passée en bio. Ok. Donc c'est à 200 mètres de notre atelier, c'est parfait. Ouais, trop bien, trop bien. Avant, on était chez la brasserie du Renard. Ouais, d'accord, ok. Et du coup, en fait, c'est un projet qui est totalement circulaire, et dans ce cas-là, est-ce que tu as pu bénéficier du système de subsides de la région bruxelloise en économie circulaire? Et comment ça s'est passé? Alors, il y a plusieurs types de subsides. Il y a les aides pour toutes les entreprises. Le 18-19 en parlera mieux que moi. Oui. Et effectivement, on a eu par contre un subside bicirculaire en 2020 ou 2019, je ne sais plus exactement, sur effectivement la récupération des drèches, la diminution des déchets, des emballages et des choses comme ça. Et comment ça t'a permis justement de monter ce projet à base de drèches? Ça nous a permis de nous installer, parce que le projet à base de drèche avait déjà commencé. Ça nous a permis de nous installer et de le développer à l'état où il est. C'est-à-dire que ça nous a permis de payer un peu de matériel et de payer notre premier employé. D'accord. On a commencé à engager avec ça. D'accord, c'est une bonne nouvelle finalement. Et du coup, là maintenant, vous êtes à combien d'employés? Là maintenant, on est à 3 temps pleins. Ouais, cool. Plus David et moi. Ok.
et il faudrait stabiliser avec un quatrième. Est-ce que ça veut dire que dans ton activité maintenant, tu es plus ou moins lancé et que tu te rémunères comme tu le veux? Est-ce que tu as atteint ce que tu voulais en termes d'objectifs, que ça soit personnel ou professionnel? C'est très étrange parce que passer de la main dans la pâte, enfin une main dans la pâte et une main au téléphone à surtout au téléphone, c'est plus le même métier. C'est-à-dire que là, je produis beaucoup moins. S'il y a un rush, j'y suis, mais ça arrive beaucoup moins avec l'équipe qu'on a. Là, c'est aussi de la gestion d'équipe et de la gestion d'atelier. C'est très différent et ça m'a demandé un temps d'adaptation, clairement. Mhm. Peut-être toujours en cours d'ailleurs. À part le changement de métier, est-ce que tu as eu... Enfin, en gros, tu t'as vraiment changé de... Tu fais quasiment plus de production ou très peu. Très peu. Et tu fais de la gestion maintenant plus du management, quoi, finalement, de l'équipe et de ton entreprise. Et toi, en tant qu'indépendant, par rapport au début, est-ce que tu te sens, réalisé dans ce que tu fais maintenant? Est-ce que ça te porte plus, le fait de gérer ta boîte comme ça? Est-ce que tu es content de tout ce chemin parcouru et je sais, c'est pas une question facile. Je suis très content du chemin parcouru. Par contre, c'est très étrange de passer de l'adrénaline du début, de l'excitation de créer quelque chose, à de la gestion. Mm-hmm. Ça a été vraiment très difficile pour moi. Maintenant, je suis assez content de le faire et je vois la boîte grandir. Et effectivement, la question est pas innocente, la rémunération. On se rémunère depuis assez peu de temps avec David. Ah oui. Enfin, en tout cas, correctement. Mm-hmm. Nos employés étaient payés bien plus que nous jusqu'à il y a quelques mois. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte quand on commence déjà. Et effectivement, oui, je me sens beaucoup plus valorisé dans mon travail maintenant qu'il y a cette rémunération aussi. Ah ouais, c'est hyper important. J'en suis une des premières à te confirmer ça. On a parlé de l'arrivée de David dans ton entreprise, oui, et que ça avait vraiment représenté quand même aussi un tournant parce que tu évoluais, tu faisais déjà de la croissance à ce moment-là, mais ça a vraiment poussé la croissance. Pourquoi tu as décidé de t'associer à la base? Alors, c'est assez évident, j'arrivais plus à tout faire tout seul. La création d'un produit, c'est une chose, sa vente, c'est quelque chose de complètement différent. Et je n'étais pas doué, c'est-à-dire que j'arrivais dans un magasin et j'arrivais à vendre mon produit, mais c'est pas ça qui fait les volumes suffisants pour en vivre. Mm-hmm. Il a fallu passer à un autre niveau et David a géré ça merveilleusement bien. Bon, il y a eu des écueils sur la route, hein, mais on est là où on est grâce à lui, clairement. Moi, je pense que j'aurais arrêté sans lui. Ouais. J'en étais là. J'en étais à dire si je trouve quelqu'un, je continue, sinon je crois que ça s'arrêtera. Ah ok, d'accord. Ouais. Donc ça a été vraiment le tournant en fait pour pouvoir continuer et développer MAD Lab. Ouais, complètement. Ouais, bah c'est une super bonne réponse. Merci David. Ouais. Non, merci beaucoup, il a fait beaucoup. Mais du coup, comment ça fonctionne ton association? Parce que moi, j'ai souvent aussi des retours d'autres entrepreneurs qui me disent bon, c'est compliqué, j'ai peur de m'associer. Pour moi, l'association, c'est comme un contrat de mariage quasiment. Tu dois vraiment je lui parle bétonner. Beaucoup plus qu'à ma femme. Hein. Raconte-nous comment vous avez organisé ça sans langue de bois, s'il te plaît. C'est assez simple. Il fait tout ce que j'aime pas faire et je fais tout ce qu'il aime pas faire. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est un autodidacte sur Excel qui nous fait des choses assez fabuleuses. Mais par contre, il a travaillé en cuisine, mais je l'ai vu que c'était pas sa place, c'était pas là où il aimait être. Et donc cette partie-là, il me la laisse complètement. C'est très schématique, mais ça ressemble à ça vraiment. Ok, d'accord. Vous avez mis tout ça sur papier, ça c'est clair ou c'est clarifié ou pas? Ou est-ce que c'est juste... Non, on a fait ça comme des mecs, vraiment. On a vraiment fait ça comme des mecs, on n'a pas du tout communiqué, ça s'est fait de façon organique. Ouais. Ok. C'est un peu stupide, mais on se répartit les tâches et quand l'un doit faire... Enfin, si quelqu'un a quelque chose à donner à l'autre, il le fait et il le dit et ça se passe comme ça.
Et ça se passe bien pour l'instant, il n'y a jamais eu de problème. Ça se passe très bien. Il y a eu des moments de tension, il y a eu des moments de doute, il y a eu plein de choses, mais oui, ça se passe très bien. Alors, c'est quoi ton conseil justement pour que ça réussisse une association? Toi, tu as un bon exemple, donc tu vas peut-être pas, t'es pas passé par les mauvais exemples d'associations. Si c'était à refaire, effectivement, j'étais parti avec tous ces doutes, tous les gens qui me racontaient des histoires d'associés qui partaient avec la caisse, des choses comme ça. J'en ai entendu des dizaines avant de, avant de faire mon choix. Si c'était à refaire, effectivement, il y aurait très vite un pacte d'associés, une distribution des rôles, etc. Quand je dis qu'on l'a pas fait, non, il y a eu au tout début une distribution des rôles sur papier, mais c'est tellement pour eux que ça veut pas dire grand-chose. Ouais. Mais en tout cas, tu as réalisé l'exercice quand même de savoir qui fait quoi et comment vous le faites, quoi. Quand même. Ok. Après, en conseil, avoir quelqu'un de très efficace, c'est très bien, mais quelqu'un de très efficace avec qui on s'entend pas, qui a pas les mêmes valeurs, c'est très compliqué. Nous, ce qui nous a surpris, c'est qu'on s'entendait très très bien dès le début. Et pas que sur le business, sur beaucoup d'autres choses. Mm-hmm. La valeur du bio, au tout début, j'ai dû la pousser un peu, parce qu'il était moyen chaud, et en fait, il a clairement compris l'intérêt, et maintenant, c'est clairement dans les valeurs de l'entreprise. Et du coup, quelles sont ces valeurs? Tu parlais de la valeur du bio. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi tes valeurs et celles de David, du coup? Oui, un produit bio, c'était la base, c'était vraiment la base du produit. On ne voulait pas aller en dessous en termes de qualité. Et c'est aussi une forme d'engagement vraiment environnemental. En tout cas, de ma part, la sienne, c'est venu aussi. Le côté circulaire nous a aidés. Et je vais pas mentir, aujourd'hui, c'est pas la plus grosse partie de nos ventes. On a 2 produits qui sont faits à base de drèche. On a de la R&D sur d'autres produits de récupération comme ça, mais c'est pas les plus gros succès commerciaux et c'est pas les plus gros volumes. Par contre, je suis content de l'avoir fait, ne serait-ce que pour l'éducation, pour parler de ce produit et parler des possibilités de ce produit-là. Mm-hmm. Aujourd'hui, il y a d'autres producteurs en France, j'en vois beaucoup, en Belgique un peu, qui utilisent ce produit, que ce soit pour l'alimentaire ou autre. Donc ça, je suis assez content de ce côté-là. On travaille aussi énormément sur la réduction des déchets, en particulier avec nos packaging. Je suis très conscient qu'ils sont beaux, ça j'en suis heureux, mais ils ne sont pas bons en termes de matériaux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas recyclables ou compostables, ce qui serait l'objectif idéal. Ouais. Donc ça, et là on travaille, et là c'est de la recherche, c'est de la recherche de producteurs, c'est de la recherche de machines qui peuvent pas fabriquer, mais qui peuvent travailler avec ces matériaux. C'est assez compliqué. On a fait une erreur comme ça que je peux raconter, qui est d'acheter des packagings certifiés compostables industriels. Et le jour où on a fait une promotion de ces sachets en disant qu'ils étaient compostables, on s'est pris des retours scandaleux sur en fait non, ils ne rentrent pas dans les sacs orange de la commune de Bruxelles, donc ils partent de toute façon en incinération, c'est de la publicité mensongère, etc. Donc, voilà, on avait payé plus cher un produit qui au final demandait plus d'énergie à la production et presque autant à la destruction, et donc oui, ça c'était une erreur, mais on cherche encore le produit idéal. Une autre petite question pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent peut-être, c'est ce que j'adore, c'est partager les moments où on a vraiment bien merdé. Et qu'est-ce qu'on a appris? Alors là, raconte-nous un moment où tu as vraiment fait une grosse erreur et est-ce que tu en as appris? Il y a tellement de moments où j'ai merdé. Une des plus grosses erreurs a été de douter trop longtemps à un moment donné. Le moment où je suis arrivé à Namur, j'avais fait un crowdfunding pour acheter une machine. Et la personne à qui je louais l'atelier, qui était aussi dans l'univers de la food,
Tu peux le citer, hein. Ouais, c'est pas très gentil ce que je veux dire après. Non, mais je l'aime beaucoup. C'est Damien Poncelet qui avait lancé la cookiserie d'Amiroise. Je lui parlais beaucoup de la machine que je pensais acheter et à chaque fois que je revenais vers lui, il me disait oui, mais regarde, si t'as cette machine, après c'est le four qui va pas suivre, et même si t'as le four, t'auras pas l'emballage qui va suivre, etc. Et en fait, je suis resté pendant plus de 6 mois à douter du fait que je devais acheter cette machine, et donc j'ai continué pendant plus de 6 mois à produire mes biscuits au laminoir et à l'emporte-pièce, ce qui était un taf absolument aberrant. Et en fait, j'aurais pu acheter n'importe quelle machine, même une mauvaise machine, je crois que ça aurait été un meilleur choix que d'attendre 6 mois et de douter pendant 6 mois. Ouais. En fait, une bonne ou une mauvaise solution est mieux qu'un doute permanent. Ça, c'est très très clair. Il faut avancer à un moment donné. Ça, c'est pas facile, mais il faut le faire, quoi. Ouais. Donc faire un choix et avancer, quoi. Un mauvais choix est mieux que pas de choix du tout. Ça fait 5-6 ans là maintenant que tu es dans le business. Ouais. C'est quoi ton conseil en tant que maintenant avec ton expérience, si tu devais regarder un peu en arrière ton parcours et te dire ok, qu'est-ce que j'ai retenu de ça et qu'est-ce que je pourrais transmettre à quelqu'un qui voudrait se lancer ou qui serait déjà en mode croissance? C'est très très dur comme question parce que en sachant la difficulté que ça a été, je sais pas si je le referais aujourd'hui. Sérieux? Mais oui. Il savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. ça ressemble à ça. Nelson Mandela? Non, mais vraiment, c'est très proche de ça. Tu referais pas les nuits blanches, les journées de production à rallonge de 14 ou 15 heures? Non, toi, tu referais pas? Je le referais pas avec le même objectif. Mm-hmm. Quand je travaillais le plus, c'était à des moments où je faisais le moins de production quasiment, enfin comparativement à aujourd'hui, s'entourer de gens qui sont déjà passés par là. C'est très important. Et du coup, ton conseil, ce serait de s'entourer des bonnes personnes? Ouais. Dès le début ou rapidement? Très très rapidement. Très très rapidement. Ok. Ouais. Parce que toi, tu penses que enfin, si c'était à refaire, tu referais comment? Le problème, c'est que en commençant, n'étant pas forcément de ce milieu-là, n'ayant pas d'expérience ni en vente, ni en communication, et en production, ayant une expérience très, très artisanale, à chaque étape, j'ai dû réinventer la roue. Et ça demande une énergie phénoménale. Ouais, c'est clair. Avoir le conseil de quelqu'un qui est déjà passé par là, des conseils machines qui sont donnés non par des vendeurs de machines mais par des gens qui les utilisent, ne serait-ce que ça, c'est indispensable. Si toi t'avais pas eu toute cette expérience de vraiment passer au travers de toutes ces épreuves et de ces obstacles, genre de trouver la machine, trouver la bonne machine, passer des heures en production, passer des heures à tester ton produit, à le faire goûter, est-ce que tu penses que tu serais arrivé à ce point-là? Enfin, est-ce que tu aurais pu déléguer après? Enfin, comment ça serait passé en fait? Je pense qu'il n'y aurait pas eu la même fierté aujourd'hui. Et est-ce que j'en serais arrivé à ce niveau-là de développement? C'est possible. En fait, j'ai des exemples de ça, de gens qui font faire leur production à façon et qui ne s'occupent que de commercialisation. C'est un autre travail. Moi, ça m'intéressait moins. Et avec David, on a fait le choix de continuer à gérer notre production et à contrôler cette production complètement. C'est pas un choix facile, mais ce qui fait de nous un des rares producteurs sur le marché actuellement. Ouais, c'est clair. Et puis de pouvoir contrôler cette production, de savoir ce qui sort, c'est ta marque, c'est ton bébé, quoi, quasi. Complètement. Ouais. Et sur ce beau mot, je te remercie beaucoup. C'était encore super inspirant. Et puis je te souhaite de continuer à grandir comme tu le fais si bien, faire grandir ton bébé. Et merci encore à David aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Foodpreneur. Si vous voulez tester les biscuits et crackers bio de MadLab, rendez-vous sur leur site madlab.brussels ou dans votre magasin le plus proche. Si cette histoire vous interpelle, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également déposer un avis ou ajouter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée pour m'aider à le diffuser. Un grand merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouvelles aventures Foodpreneur.